Alors bonjour, je suis ici avec Alexandre Lézet, si je prononce bien, c'est ça? Tout à fait. De Capital B, une entreprise de trésorerie de Bitcoin. Je ne sais pas si c'est un titre, une étiquette qui te convient ou bien s'il y a des meilleures étiquettes qu'on Oui, peut... c'est une entreprise cotée avec du Bitcoin sur le bilan et avec l'ambition d'acheter de plus en plus de Bitcoin. Donc c'est plutôt une entreprise Bitcoin cotée en bourse. Ok. Et mes lecteurs connaissent bien Strategy, la plus grande entreprise de trésorerie, enfin qui possède du Bitcoin. Ils ont développé des outils, des actions préférentielles, Stretch, Strive, qui ont énormément de succès. Alors quel est votre succès, quel est votre outil que vous utilisez principalement pour acquérir du Bitcoin? Ouais. Alors on a levé du capital avec des actions et avec des dettes convertibles libellées en Bitcoin. C'était les premières au monde d'ailleurs, souscrites et libellées en Bitcoin. Donc on n'a même pas touché les euros. Donc la moitié du capital, pour à peu près 1500 Bitcoin, c'était via des levées de capitaux en actions. Et la moitié du capital, c'était via des levées de capitaux en dettes convertibles libellées en Bitcoin. Horizon 5 ans, 0% d'intérêt. Et 30% de prime par rapport au prix au moment de chacun des deals. Pour la conversion. Voilà, pour la conversion. Et donc ça nous a permis d'accumuler 3139 bitcoins en l'espace d'un an et demi, 300 millions d'euros levés. C'est pas tous les jours qu'on lève autant de capital en Europe. Oui, effectivement, c'est des sommes qui sont énormes. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant qu'on est en bear market, que vous arrivez, alors je pense que les ATM, donc le lever de capitaux par l'émission d'actions, c'est un peu moins la tendance du moment, on le voit avec Stratégie. Est-ce que vous arrivez en bear market, là où on a envie d'acheter du Bitcoin, est-ce que vous arrivez quand même à soulever du capital? Oui, alors en fait, on a acheté la moitié de nos bitcoins pendant le bull market et la moitié de nos bitcoins pendant le bear market. Oh, ouais. Donc déjà, ça donne une indication. Maintenant, il y a eu quand même une période un petit peu difficile entre Q4, c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année 2025 et le tout début 2026. Mais on a continué à acheter. Donc on a fait des dizaines et des dizaines d'achats de Bitcoin, d'opérations sur les marchés. Et on a fait à la fois des actions et des produits nouveaux de Varan. Donc c'est des options d'achat dans le futur pour les investisseurs. Et ils payent la prime au départ. Alors on a fait ça et on a levé quand même plusieurs dizaines de millions d'euros depuis le début de l'année 2026. Ouais. Donc c'est quand même des... En bear market, Voilà, il y a à peu près un mois, on a acheté 192 bitcoins en une transaction, alors qu'on a un bilan de 3000. Donc on est passé d'environ 2800, 2900 à 2100 plus, à 3100 plus bitcoins. Donc oui, on a continué à accumuler. C'est aussi grâce à nos actionnaires stratégiques, quand même Adam Back, Blockstream Capital Partners, UTXO Management, Tobam, et des levées avec des grandes institutions américaines. Donc Cantor Fitzgerald, Maxim Group et aussi des partenaires en Europe. Donc oui, on continue et maintenant notre objectif c'est d'aller vers les produits perpétuels. Tu as mentionné Stretch, STRC, il y a aussi SATA de Strive qui fonctionne très bien. Et donc notre objectif chez Capital B c'est d'être le plus grand émetteur de crédit digital perpétuel en Europe. Mais bon, il faut le faire, c'est notre objectif, on y travaille tous les jours. C'est pas fait tant que c'est pas fait. Et donc on y travaille tous les jours et c'est notre objectif. Alors on voit les Américains et le japonais Metaplanet qui sont en fait en fer de lance de tout ça. Quel est le challenge en fait en Europe de reproduire cela? Est-ce qu'il y a finalement des barrières qui empêchent de le faire de la même manière, ou est-ce qu'il y a même peut-être des avantages, je ne sais pas, sur le marché européen? Oui, il y a forcément des différences et des régulations qui sont un petit peu différentes, mais c'est possible. Il y a des solutions pour y arriver. Et ce qu'on a fait avec la dette convertible libellée en Bitcoin par exemple, c'est que Stratégie, ils avaient pris 7-10% du marché des dettes convertibles en dollars. Et nous, par exemple, avec notre taille, on n'était pas vraiment en mesure de faire des convertibles en dollars ou en euros. On avait 40 bitcoins sur le bilan. Et c'est pour ça qu'on a fait les dettes convertibles libellées en bitcoin. Et ça nous a permis de passer de 40 BTC à 620 et maintenant plus de 3000. Et donc, de la même manière, sur les produits de crédit digital perpétuel, il peut y avoir des petites différences en fonction de la réglementation locale, mais il y a des moyens d'y arriver et donc on y travaille. Mais je ne peux pas en dire plus. Ok, j'allais dire, est-ce qu'il y a un horizon de temps que vous pouvez dévoiler sur cette stratégie? Non, pas encore. Ok. Quel est l'intérêt? Parce que ça, c'est
c'est vraiment la spécificité de Capital B, c'est que vous avez ces dettes libellées en Bitcoin. Ce n'est pas le cas des autres. Pourquoi ils ne le font pas et pourquoi c'est intéressant? Alors c'est intéressant puisque déjà on est des bitcoins maximalistes sur les marchés de capitaux et par définition si on arrive à faire des instruments libellés en bitcoin c'est beaucoup mieux puisque d'un côté on a de la dette en bitcoin, c'est-à-dire le contrat il y a vraiment écrit un nombre de bitcoins, pas des euros, et de l'autre côté on a le bitcoin sur le bilan. Donc si tu as une dette de 100 bitcoins et que tu as les 100 bitcoins, tu n'as pas de levier. Alors que si tu as une dette de 10 millions d'euros et de l'autre côté, 100 bitcoins, et puis qui perdent en prix. Là tu as du levier. Le levier, c'est bien sur le très long terme, bien entendu, si on croit au fait que le bitcoin va augmenter dans le temps, ce qui est notre conviction, mais c'est bien aussi si tu peux faire la même transaction en ajoutant du bitcoin sur le bilan qui vient augmenter le nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée, c'est-à-dire en prenant en compte la potentielle conversion de la dette en action. Si tu augmentes le nombre de bitcoins par action, tu as créé une forme de levier pour les actionnaires de l'entreprise et en même temps tu n'as pas pris d'effet de levier en termes de risque de liquidation puisque d'un côté il y a 100 bitcoins, de l'autre côté il y a 100 bitcoins. Donc ça c'est une transaction qu'on a fait avec des bitcoins maximalistes aussi, Adam Back, Fulgur Ventures, les mêmes Blockstream Capital. Et donc ça nous a vraiment permis de passer à l'échelle qui permet d'aller faire des opérations de marché de capitaux avec des plus grandes institutions américaines. Et c'est après ça qu'on a fait une levée de 58 millions d'euros en actions. Et à chaque fois qu'on fait ces levées, chacune d'entre elles est allée augmenter le nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée. Quand on dit base totalement diluée, c'est simple. Si aujourd'hui on a un contrat tous les deux et que tu m'envoies 100 bitcoins pour investir dans une dette convertible libellée en bitcoin, ça veut dire que si ça ne marche pas, tu récupères les 100 bitcoins. Si ça marche, tu vas convertir les 100 bitcoins en actions qui auraient surperformé le bitcoin sur la période donnée. Et donc, pour calculer si l'opération vient augmenter le nombre de bitcoins par action sur une base totalement diluée, on va prendre en compte cette conversion future pour calculer si, après conversion, si on prend en compte l'augmentation du nombre de bitcoins, comparé à l'augmentation du nombre d'actions, il faut que l'augmentation en pourcentage du nombre de bitcoins soit plus grande que l'augmentation du nombre d'actions. Et donc pour te donner un exemple simple, depuis 2024, on avait 40 bitcoins et à peu près 100 millions d'actions, 80, 90 pour être précis, mais disons 100 pour la simplicité. Et maintenant on a 3000 bitcoins et 400 millions d'actions sur une base totalement diluée. Donc si on fait les calculs en croix, on voit que l'actionnaire a gagné des bitcoins. Voilà, mais après ça prend forcément du temps puisque c'est pour un actionnaire qui était là depuis le tout début. Et donc notre rôle, c'est que chacune de nos opérations de capitaux vienne au fur et à mesure augmenter ce nombre de bitcoins par action, de manière à ce que ce nombre de bitcoins par action vienne dépasser le nombre de bitcoins par action qui avait été souscrit par chacun de nos investisseurs les obligations convertibles. Voilà. Et c'est là que viennent jouer un rôle important ces produits de crédit digital perpétuel. Parce qu'en fait, c'est tout simplement une société qui a maintenant beaucoup de bitcoins grâce aux activités qu'elle a fait avant sur le bilan. Et elle vient émettre un produit sur les marchés financiers qui peut être coté. C'est le cas de Strategy et de Strive. Et elle s'engage à payer 10, 11, 12, 13% comme le fait Strive ou Strategy en dollars ou en euros, en monnaie fiduciaire. Or, comme tu sais, la monnaie fiduciaire elle perd en valeur. A tendance à se dévaluer dans le temps. Il n'empêche, voilà, pour être tout à fait diplomatique, c'est une tendance. Ceci étant, 99% de la planète veut avoir des dollars, veut avoir une rémunération en dollars, veut avoir une rémunération à 2 chiffres en dollars. Pourquoi ? Parce que l'inflation historique sur 100 ans, c'est 7%, tous les ans. Si tu prends 100 ans, ou 60 ans, ou 40 ans, c'est une moyenne annualisée de 7% d'inflation par an sur le dollar. Donc, si un investisseur obtient plus de 7% sur le dollar, ça veut dire qu'il gagne par rapport à l'inflation générale. C'est pour ça qu'il y a une demande forte. Et donc ce que fait l'entreprise Bitcoin et les actionnaires de l'entreprise Bitcoin, c'est qu'elle vient tirer parti de ce besoin
d'une rémunération de l'ordre de 10, 12%, et de l'autre, accumuler du Bitcoin qui a une croissance annualisée de 30 à 60% sur les 10 dernières années, même 60% sur les 10 dernières années. Et donc, le gap entre ce 10% de coût du capital et le 30-60% de plus-value sur le Bitcoin fait que, en tant que tel, même si la société vendait du Bitcoin pour payer des intérêts, elle se retrouvait quand même avec plus de Bitcoin dans le futur, puisque elle a accumulé beaucoup de Bitcoin qui a grandi à une plus grande vitesse que les obligations de paiement de la société. Donc il y a une grande critique sur le marché qui est de dire « Ah, mais c'est un Ponzi, d'où vient l'argent, d'où vient le yield, etc. » La réponse, c'est que la société a déjà le Bitcoin sur son bilan. C'est sa structure de capital. C'est sa structure de capital. Et la société Stratégie a environ 50 milliards de dollars de Bitcoin sur son bilan. Et elle s'engage à payer 2 milliards de dollars en dollars par an. Or, le dollar perd de la valeur chaque année, alors que le Bitcoin gagne de la valeur chaque année. Et c'est cet arbitrage-là, c'est un petit peu comme quand on prend un emprunt pour l'immobilier. Oui, on va payer pour payer l'emprunt pour l'immobilier, mais on a un actif qui globalement bénéficie de l'inflation monétaire et qui en fait va complètement absorber la valeur de la dette dans 30 ans. La valeur de la dette va être infime par rapport à la valeur de l'immobilier. Mais le banquier va être content puisqu'il aura gagné son taux d'intérêt au fur et à mesure. Mais là c'est pareil, il y a 99% de la population qui préfère être le banquier, préfère gagner 5, 10, 12%. Et il y a certaines sociétés qui préfèrent aller sur les montagnes russes du Bitcoin et accumuler le plus de Bitcoin possible. C'est votre cas. C'est notre cas. Et aller sur les marchés de capitaux pour avoir des instruments de financement au plus long terme possible pour ne pas être sujet au cycle de court terme du Bitcoin. Et donc c'est aussi simple que ça, et ce modèle-là n'est pas nouveau. Notre investisseur Yves Chefati de Tobam le rappelle toujours. C'est un modèle qui a existé depuis les années 1600, 1700. C'est des sociétés privées qui se sont formées par les plus grandes familles anglaises, françaises, pour accumuler de l'or et émettre du crédit pour accumuler plus d'or. Et c'est devenu la Banque de France et la Banque d'Angleterre. En fait, vous faites un peu comme une banque centrale au final. Alors, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme, mais voilà. C'est des banques de réserve. Des instituts de réserve. Instituts de réserve, ok. Mais en fait, notre rôle n'est pas d'être une banque. Une banque utilise son actif pour prêter son actif. Un institut de réserve ou une société qui a en tout cas une stratégie de finance d'entreprise sur son bilan, ce qu'elle vient faire, c'est innover sur son passif, c'est-à-dire sur les obligations, le crédit, les actions qu'elle peut émettre pour accumuler un actif et générer de la valeur dans le temps. En fait, on est plus proche d'une entreprise immobilière qui veut augmenter son parc immobilier et qui cherche différents moyens de lever du capitaux pour construire. Beaucoup d'investisseurs prennent le parallèle de promoteurs immobiliers qui vont lever de la dette pour acheter l'immobilier. Maintenant, il y a des différences fondamentales. La première différence, c'est que une Bitcoin Treasury Company, elle est aussi cotée en bourse et elle peut aussi lever du capital en equity dans des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec un promoteur immobilier classique. Alors, il y a aussi des sociétés immobilières cotées en bourse, mais il y a une différence là encore à nouveau fondamentale, c'est que l'actif n'a rien à voir. L'actif immobilier est complètement illiquide. C'est son nom. Il est tout à fait immobile, il n'est pas liquide et donc le risque de crédit est plus grand. En fait, puisque le Bitcoin est complètement liquide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc l'appréciation du risque de crédit pour quelqu'un qui comprend le Bitcoin. Oui, c'est ça le problème. Il faut comprendre Bitcoin pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. La valeur est beaucoup plus forte sur une Bitcoin Treasury Company que sur de l'immobilier où il y a tout un tas de risques, de problématiques, d'illiquidité, de valorisation qui sont extrêmement difficiles pour apprécier la valeur du crédit d'une société. Alors que là, Stratégie, son bilan, il est observable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur son site internet. Et vous aussi? Et nous aussi. On a aussi un dashboard avec les analytics, toutes nos données de bilan sur le site. Et ça permet aux investisseurs de se faire leurs propres idées, leur propre analyse
et de participer ou pas en tant qu'actionnaire pour bénéficier de cette capacité de la société d'accéder à du financement qui augmente le Bitcoin par action et donc l'exposition au fil du temps. C'est un potentiel, hein, risque, reward, comme partout bien entendu. Et de l'autre côté, les investisseurs qui préfèrent avoir des produits plus proches du fixed income ou de revenus passifs qui vont plutôt aller se tourner vers des produits de crédit digital. Et le risque, il est connu. Le risque, c'est celui du Bitcoin. Si Bitcoin va à zéro, on ne serait pas là. Hein, donc, il n'y a pas de structure de capital à vous redonner pour vous. Voilà. C'est un pari sur Bitcoin. C'est un pari sur Bitcoin, sauf que la société est surcollatéralisée par rapport aux produits de crédit digital et donc elle permet de fournir beaucoup moins de volatilité pour l'investisseur en crédit digital. Quand Bitcoin fait moins 25%, STRC a uniquement fait moins 5%. Pourquoi ? Parce que STRC est littéralement surcollatéralisé par rapport au paiement annuel de x5. Alors si on prend par rapport au CEL, c'est plutôt x2, x3, mais c'est quand même x2, x3. Et si on prend en compte le nombre d'années, Stratégie est aujourd'hui sur son bilan à 40 ans de paiement de dividendes sur son bilan. Donc, si on compare, très grosse collatéralisation. Si on compare au MAG 7, le MAG c'est 15 ans par rapport aux dividendes, par rapport à la couverture de nombre d'années de dividendes. C'est entre 5 et 15 ans. Stratégie c'est 40 ans. Donc, si on pense que le Bitcoin va à zéro, le risque est disproportionné. Si on pense que le Bitcoin reste à peu près le même, le risque est bien meilleur que les sociétés traditionnelles. Si le Bitcoin augmente ne serait-ce que 2% par an, Stratégie peut payer ses dividendes à tout jamais. Donc, voilà, il y a du risque dans tout produit financier. Je rappelle quand même que pour tout auditeur, il faut considérer d'abord le Bitcoin. On n'est pas là pour vendre des produits financiers. Nous, on a une société, on accumule du Bitcoin en levant du capital avec l'objectif d'augmenter le nombre de Bitcoin par action. Ça rentre dans la stratégie d'investisseurs pour leur portefeuille action, pour leur portefeuille d'exposition supplémentaire au Bitcoin. Mais beaucoup de nos investisseurs ont à la fois du Bitcoin Treasury Company, certains même du crédit digital. C'est vraiment une composition à faire par chaque investisseur. Ça ne vient pas en remplacement du Bitcoin, mais comme quelque chose qui vient compléter, qui vient amplifier la performance potentielle du Bitcoin. On avait parlé juste avant du fait qu'il y a une espèce de session, enfin de scission à l'intérieur des bitcoiners entre ceux qui voient de manière très positive ce que font les entreprises comme les vôtres auprès du marché des capitaux, où vous allez faire beaucoup d'éducation et vous essayez de les attirer. Et il y a des gros critiques qui disent « Ouais, mais le problème, c'est que les gens vont se tourner vers vous, vers vos actions, vers vos produits financiers, plutôt que vers Bitcoin qui est là pour justement permettre aux gens de sortir du système financier, d'avoir un système de paiement incensurable, etc. » Quelle est ta réponse en fait à ce genre de critique ? La réponse, c'est que l'écosystème Bitcoin fait son travail. Il y a des critiques, il y a du scepticisme et c'est sain. Il faut avoir cette discussion. Le point, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise adoption de Bitcoin par tout type d'acteurs. C'est-à-dire que toute adoption de Bitcoin contribue à renforcer le réseau. Et en plus, cette adoption est complètement inévitable. Le fait que des États adoptent du Bitcoin, le fait que des entreprises adoptent le Bitcoin sur leur bilan. SpaceX par exemple, qui vient de rentrer en bourse. Voilà. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ? Je ne sais pas. Est-ce que l'adoption d'Internet est bonne ou mauvaise ? Il y avait des critiques qui disaient voilà, il y a les réseaux pédophiles, etc. Voilà, ça contribue. En fait, toute adoption de ce réseau contribue à développer la puissance de ce protocole de communication, ce protocole de gestion de la valeur. Et en fait, que l'Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, les Émirats Arabes Unis, la Suisse, la Norvège, le Salvador soient tous d'accord sur une seule chose, c'est qu'il faut avoir du Bitcoin, c'est exceptionnel. Ouais. Et de la même manière, le Bitcoin n'est pas réservé à une classe d'acteurs qui va conserver le Bitcoin tout seul. Le Bitcoin
va aussi être adoptée par des institutions financières qui veulent d'ailleurs détenir le Bitcoin elles-mêmes. Oui, elles feront les deux en fait. Et voilà, et après elles veulent fournir le service de conserver le Bitcoin pour leurs clients. Et alors après, chacun a le choix de choisir ce service ou de le faire soi-même. L'important, c'est l'optionnalité. Et de la même manière, il y a 99% de la population qui aujourd'hui n'est pas prête, visiblement, ça pourrait être idéal, mais enfin, visiblement, n'est pas prête à passer à la self-custody. Eh bien, il vaut mieux qu'ils aient les échanges, au moins une exposition financière au Bitcoin, plutôt que pas du tout d'exposition financière au Bitcoin. Et quand ils achètent du Bitcoin via leur banque, ou que quand ils achètent une forme d'exposition au Bitcoin via une Bitcoin Treasury Company, en fait, ils contribuent à l'achat supplémentaire de Bitcoin. C'est une contribution économique et c'est même une contribution de décentralisation contre-intuitivement, parce que si les 100 millions de bénéficiaires indirects ou indirects de stratégie n'étaient pas là, on serait tout simplement moins d'acteurs, directs ou indirects, au sein du réseau Bitcoin. Et les banques n'auraient pas d'intérêt à fournir des solutions de conservation, n'auraient pas d'intérêt à avoir leur propre nœud, et il y aurait même moins de nœuds. Alors après, l'argument contraire, c'est de dire non, t'as pas compris, s'il n'y avait pas stratégie, s'il n'y avait pas les banques, s'il n'y avait pas les États, en fait, tout le monde le ferait par soi-même. D'accord, mais il se trouve qu'on vit dans un monde où il y a stratégie, il y a des États, il y a des banques, et que pendant des millénaires, on a eu des institutions financières. Et c'est la réalité. Donc, ça peut ne pas plaire, et on peut toujours rappeler que c'est important de faire la part des choses entre une option, qui est un titre financier, ou une conservation par un tiers, et une autre option, qui est de conserver par soi-même. C'est à chacun de faire sa propre analyse. Mais notre travail, c'est de contribuer à l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Et quand je dis institutionnelle, c'est aussi individuel à travers les marchés de capitaux. Parce qu'aujourd'hui, 97% de tout le capital dans le monde est dans des actions, dans des obligations ou dans de l'immobilier. Et l'immobilier, on peut aussi le voir comme une sorte de titre de propriété. Et si on dit non, en fait, tout ce qui est fiat est mauvais. Ah bon? Je comprends tout à fait, puisque le système fiat induit... Le fiat est juste une échelle de valeur, c'est pas... Voilà, mais je comprends quand même, puisque je suis un Bitcoin maximaliste, d'accord? Donc, je comprends tout à fait. Il y a des incentives quand on n'est pas dans le Bitcoin qui font que c'est high time preference, c'est la préférence temporelle la plus courte, et ça influence beaucoup de comportements vers de la consommation à court terme, etc. Alors que quand on est dans le Bitcoin, on a un horizon long terme, etc. Mais le point, c'est que entre un individu qui ne veut investir que dans des actions et qui ne peut pas acheter du Bitcoin en direct, ou qui ne veut pas acheter du Bitcoin en direct, et un individu qui est dans la même situation mais qui a accès à une Bitcoin Treasury Company, celui qui a accès à la Bitcoin Treasury Company, il commence à avoir une forme d'exposition Bitcoin qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu cette Bitcoin Treasury Company. Donc oui, c'est la Bitcoin Treasury Company qui va détenir le Bitcoin, mais c'est du Bitcoin qui n'aurait pas été acheté s'il n'y avait pas eu cette adoption-là. Et en fait, la croissance du Bitcoin, quand on dit que le Bitcoin va aller à 1 million de dollars, va aller à 10 millions de dollars, etc., on décrit le potentiel du Bitcoin dans le cadre de l'institutionnalisation du Bitcoin. Forcément, les capitaux ils viennent de quelque part. Voilà, exactement. Aujourd'hui, 99% de l'argent sont dans fiat, ce que tu as dit, l'obligation, l'immobilier. De la valeur, même si on l'a mesuré en Bitcoin, 99% de la valeur dans le monde est dans l'immobilier, les actions et les dettes. Le Bitcoin représente 0,1%. Il y a encore l'art, on pourrait rajouter d'autres. Exactement. Mais pour que le Bitcoin aille vers la capitalisation de l'or, ça veut dire que le Bitcoin va aller vers les mêmes étapes que l'or a franchi, c'est-à-dire l'adoption par les États, l'adoption par les banques,
l'adoption par les entreprises. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'or soit majoritairement détenu par les banques centrales pose un problème à un individu quand il a un lingot d'or chez lui? Non. Aucun problème. Ouais. Et d'ailleurs, ils le font. Même il y a des gens qui sont des gold bugs, comme on dit, Oui. et ils sont très contents quand les banques centrales achètent de l'or. Exactement. Et bien là, c'est pareil. Notre rôle, c'est d'aller sur les marchés de capitaux, intégrer le Bitcoin dans les marchés de capitaux pour que la finance traditionnelle apporte le capital dans le réseau Bitcoin et forme un réseau Bitcoin capitalistiquement 10 fois plus, 100 fois plus important. Et ça, ce que ça fait, c'est que il y a 5 ans, il y avait peut-être 1 ou 2 banques maximum qui faisaient Bitcoin, et encore, et maintenant il y en a des dizaines. Ouais. Et qu'est-ce qui est le résultat de ça? Quand un Bitcoiner maintenant veut obtenir un prêt contre ses Bitcoins et financer un emprunt immobilier, Ouais, on en a pas mal parlé avec mes lecteurs justement de ça, Voilà. parce que c'est quelque chose qui est demandé. et maintenant ça permet à des Bitcoiners de ne pas avoir à vendre leur Bitcoin Pour acheter leur pour financer leur projet de vie. Et ça, c'est un service financier. Et plus on contribue à l'adoption de Bitcoin sur les marchés de capitaux, plus le Bitcoin est reconnu comme un actif comme les autres. Et ça, les ETF ont grandement contribué à ça. Et les Bitcoin Treasury Companies avec Strategy contribuent aussi grandement. Et c'est notre rôle aussi en Europe. Et tous les jours, on parle avec des banques. Tous les jours, on parle avec des régulateurs. On parle avec des opérateurs de marché de capitaux, des fonds d'investissement. Et de plus en plus, le Bitcoin, il est adopté à l'échelle des marchés de capitaux. Alors, on ne voit pas encore complètement les effets en termes de prix. Donc, ça, c'est encore un C'est les autre cycles. débat. Mais il n'empêche que en 2020, on était à 3000 $ le Bitcoin. En 2022-2023, on On est était tombé à à 15 000. 15. Ouais. Et maintenant, on est à 60. Donc, on ne parle pas non plus d'un cycle tout à fait baissier quand on prend un peu de recul. Ouais. Donc, tout ça, c'est des formes différentes d'adoption de Bitcoin. Chacun contribue à sa manière. Et après, je pense que la majorité des débats, en fait, c'est des débats sur des terminologies. Oui, comme l'histoire du MNAV qui a été débattue Voilà. hier entre Jack Mallers Oui. et puis Saylor. Oui. C'est des petites questions de comptable, Oui. en fait, finalement. Oui, et après c'est la question de la monnaie. Est-ce que la monnaie veut dire Bitcoin ou est-ce que la monnaie veut dire quelque chose qui est proche du dollar? Good luck, puisque ça veut dire les deux. Dans le monde fiat, monnaie et dollar. Dans le monde Bitcoin, monnaie et Bitcoin. Point. Et même dans le monde dollar, pour un économiste autrichien, monnaie et or. Donc, voilà. Ouais, Choisis ton camp. choisis ton standard. Ouais. Le point, c'est que si Michael parle, et il parle des deux d'ailleurs, Michael Saylor va dire Bitcoin is money, everything else is credit. Donc le Bitcoin c'est la monnaie, tout le reste c'est du crédit. De la même manière que JP Morgan disait l'or c'est de la monnaie, tout le reste c'est du crédit. Voilà. Et un fiat maximaliste va dire moi je veux que du dollar, etc. C'est la seule Très vraie bien. monnaie. Le point c'est que 99% du capital dans le monde, Pense comme ça. quand on dit monnaie, il pense à la monnaie d'un point de vue du moyen de paiement, d'un point de vue du dollar, d'un point de vue d'une valeur stable en dollars. Une currency, comme Et on donc, dit en anglais. Les Bitcoin Treasury Companies sont des sociétés Bitcoin qui opèrent dans les marchés fiat traditionnels pour lever du capital et accumuler du Bitcoin. Et donc, parfois, il faut utiliser la méthodologie Et les termes. et les termes des investisseurs pour pouvoir communiquer avec les investisseurs. C'est assez Oui, normal. c'est basique, c'est logique. Et de la même manière, quand Michael est dans une conférence Bitcoin, eh bien, il va employer le terme monnaie pour Bitcoin aussi. Il dit toujours que Bitcoin est le plus grand système monétaire, réseau de systèmes monétaires au monde. Donc, c'est plutôt, je pense, des débats sur les termes. Oui, qui sont- Et après, il y a des mauvais acteurs partout. Tu peux avoir une mauvaise
Bitcoin Treasury Company qui fait mal les choses, qui prend du levier sur le court terme, qui dit qu'il va acheter du Bitcoin. On donne des noms, on donne des noms. Non, chacun de faire ses propres recherches. Moi j'ai donné des noms à mes lecteurs, ils savent très bien de qui il s'agit. Voilà. Donc, oui, mais tu vois, mais je me réjouis même pas de ça. C'est-à-dire Non, que, bah non, c'est pas ce qu'on veut. En fait, je pense que il y a des personnes qui ont essayé, ils n'avaient pas encore la conviction. En fait, on peut pas reprocher à quelqu'un qui vient d'arriver dans le Bitcoin de pas avoir la complète conviction non plus. Oui, et puis on a tous, je pense, fait quelques erreurs. Mais bon. Tradé, etc., Voilà. etc. Après, bon, on peut dire aussi qu'une société cotée a des responsabilités Oui. et que On ne devrait pas faire n'importe quoi. Donc voilà, après chacun de faire son analyse sur les acteurs qui ont une approche éthique, une approche long terme, une approche Bitcoin Intelligent. maximaliste et des acteurs qui ne l'ont pas. Voilà, et nous notre objectif c'est d'être la société leader Bitcoin maximaliste sur les marchés de capitaux en Europe. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, c'était un super interview. Je pense qu'on pourrait parler 2 heures, mais on va arrêter là. Merci beaucoup et puis je vous retrouverai tout bientôt pour une prochaine vidéo et prochaine interview.